passe la parole. Très bien. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous accueillir. Je sais qu'avec Alicia, c'est toujours un plaisir. J'ai un souvenir mémorable d'une semaine polonaise par laquelle on avait fait connaissance. Et donc, on est très heureux à la librairie de vous accompagner, de soutenir, d'autant plus qu'il y a un livre, un texte, donc ça s'y prêtait vraiment bien. Donc, Alicia, moi, je vous passerai la parole pour remercier toutes les personnes qui sont là, qui viennent, qui participent, notamment aussi Madame la vice-consul qui est avec vous pour 2 jours, qui est momentanément absente, mais qui arrive tout de suite. Jacques, merci d'avoir fait le VRP en apportant le livre, d'animer la rencontre, et puis bravo pour ce travail de recherche et de mémoire. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, notamment pour les générations futures, c'est l'ancrage et la mémoire. Donc vraiment merci à vous. Alicia, je vous laisse présenter tout le monde. Votre accent sera beaucoup plus joli que le mien. Ah, j'en suis pas sûre, mais Maria Dialaïd, je vous retourne les compliments. Nous, on est toujours très heureux de revenir ici et puis ça se passe toujours merveilleusement bien. Donc, j'aimerais bien vous dire bonjour à tout le monde aussi. Donc, certains, je revois après des années et je suis heureuse parce que c'est une belle occasion. Je vois aussi les gens qui sont liés avec moi pour les cours de polonais, les Kultura Polska. Et les gens de l'extérieur, je vous salue tous chaleureusement. Voilà, Kultura Polska, elle a commencé ses commémorations liées avec la création de l'armée polonaise en France, aujourd'hui, ce matin. Donc, on a commencé par la rencontre avec 12e RIMA. Et ensuite, demain, je vous ai donné le petit programme. Je pense que la dame, elle n'en a pas. Voilà. Donc, ce sont les commémorations que nous faisons un peu dans toute la Sarthe. Parce que vous savez qu'ici, le 4 juin 1917, il y avait l'armée polonaise qui a s'ancrée pour la première fois en Sarthe. Elle était créée 4 juin 1917 par le décret d'un président français. Elle était créée en France, mais elle était créée un an avant que l'armée, que l'État polonais retrouve son indépendance. C'est vraiment quelque chose inouï dans l'histoire. Et donc, pour avoir un événement à peu près de la même taille, c'était au moment quand la Pologne retrouve son indépendance en 89 et après elle change tous ses voisins. Donc d'un coup, l'Allemagne d'Est, le DDR, deviennent l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, Tchéquie et Slovaquie, et puis l'Union soviétique qui bordait la Pologne deviennent Fédération de Russie, Lituanie, Biélorussie et l'Ukraine. Vous savez qu'est-ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Je pense que la mémoire c'est très important et l'histoire c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans cette partie du monde. Et je crois que Jacques, donc Jakub, n'est-ce pas, Jacek en français, Jacek en polonais, n'est-ce pas, va nous raconter et je crois que nous comprendrons beaucoup plus des choses que moi je peux vous raconter comme ça. Donc je passe la parole à Jacques. Merci, merci à vous deux. Vous avez fait deux belles introductions. Donc je vais devoir, vous mettez la barre assez haut. Je vais essayer de tenir le rythme et le niveau. Voilà. Donc merci à tous et à toutes d'être présents ce soir, malgré le pesage des 24 heures du Mans. Donc nous allons parler de l'armée polonaise. L'armée polonaise donc en France. Simplement, nous allons faire un bond de 20 ans en avant par rapport aux cérémonies qu'évoquait justement Alicia, puisque nous allons parler de cette armée en France 1939-1940. D'ailleurs, c'est intéressant de voir cet écho. Hein. En 1917, l'armée polonaise se forme ici, dans la Sarthe et dans l'ouest de la France. 1939, par un revers de l'histoire, une ironie de l'histoire, nous avons ce contre-coup, et finalement ce sont les Polonais qui reviennent pour participer à la défense de la France. Alors, quels sont les thèmes que nous allons évoquer aujourd'hui? Premièrement, les origines. Je vais expliquer pourquoi cette armée se retrouve ici, d'où elle vient, quels sont les traités qui encadrent sa formation.
Également l'origine des hommes. Vous avez beau avoir des traités, des projets, si vous n'avez pas les hommes et les armes pour garnir les rangs, évidemment, vous n'allez pas aller très loin. Une fois que vous avez ce cadre et ces hommes, il faut aussi les former, les entraîner, former les unités dans un contexte difficile. 1939-1940, c'est la montée des périls. L'Allemagne menace, l'Italie est prête à entrer dans la guerre. Donc un contexte tendu dans lequel il faut trouver le temps et les moyens de créer des unités. Nous allons ensuite survoler les combats. Alors pourquoi les survoler? Parce que en réalité, ce sujet est assez technique. Il nécessite vraiment un panorama assez large et des explications assez profondes que nous n'allons pas avoir le temps de couvrir, bien sûr, en 45-50 minutes. Donc l'idée, c'est d'évoquer ces éléments. Vous voyez qu'ils sont nombreux. Il y a une aviation polonaise, il y a une unité polonaise en Norvège, et tout ce qui concerne l'Est de la France, bien sûr. Et dans le cadre de la défaite, des fronts nouveaux vont s'ouvrir, sur lesquels les Polonais vont également intervenir. Et nous allons terminer sur le contexte de l'évacuation, puisque la France demande l'armistice. Une partie des Polonais n'entendent pas baisser les bras, comme les Français libres, et décident de tenter l'aventure en Grande-Bretagne. Vont-ils y arriver? Ce sera l'objet de ce quatrième chapitre. Alors l'idée c'est, on m'a posé la question, je ne suis pas prof d'histoire, j'ai envie de dire heureusement, donc je ne viens pas, désolé pour les profs d'histoire, s'il y en a, je ne viens pas pour délivrer une vérité académique, je ne suis pas là pour faire un cours professoral, je voudrais qu'on interagisse, que vous me posiez des questions, si vous avez des aspects qui vous semblent pas assez clairs, voilà, n'hésitez pas à interrompre et à poser des questions. L'idée c'est que ce soit le plus clair possible pour vous et pour vous donner envie de découvrir ce sujet. D'accord? Tout le monde? Vous m'entendez bien? Il n'y a pas besoin de parler plus fort, non? C'est bon? Non, il y a besoin de parler polonais pour les Polonais. Ale Polacy znają już historię. A, nie szkodzi, no dobrze, nie mogę No. powiedzieć kilka To słów. będę zresztą na końcu Tak. po każdym rozdziale. No? Ok, on rentre dans le vif du sujet. Quand vous abordez un sujet comme l'histoire de l'armée polonaise en France, il faut trouver un début. Et là aussi, j'ai décidé de raccourcir un peu. Dans le livre que j'ai écrit, je commence avec la partie développée par Alicia, c'est-à-dire la formation, la renaissance d'une Pologne et la création de l'alliance franco-polonaise. Dans cette présentation, je ne vais pas rentrer dans tous les soubresauts de cette alliance qui a un aspect beaucoup plus politique que militaire. Je voudrais juste peut-être souligner un élément. On parle bien sûr toujours de l'amitié franco-polonaise, et c'est vrai qu'elle est fondée à travers le temps. Vous aviez des reines, la France a donné des reines à la Pologne a donné une reine à la France. Vous avez l'épisode napoléonien avec Marie Walewska. Moi, j'ai pris le parti de sortir de cet aspect romantique, idéaliste, et de montrer qu'en fait, l'alliance polonaise répond à des besoins de sécurité. On dit que les États n'ont pas d'amis, mais que les États ont des intérêts. Et l'intérêt de la France, en appuyant sur la création de la Pologne et en la dotant d'une armée forte, c'est bien sûr d'avoir un contrepoids à l'Est face à l'Allemagne. Traditionnellement, depuis 1892, depuis l'alliance franco-russe, la sécurité de la France repose sur une Russie forte. Avec la révolution bolchevique, cette Russie disparaît, l'armée du tsar disparaît, après avoir été laminée dans les tranchées, mais passons. Et donc, Clémenceau, Poincaré, pour donner des gages de sécurité à la France, décide de jouer la carte de la Pologne. Je dis bien Clémenceau, Poincaré. Inversement, les Britanniques sont beaucoup plus réticents. Pour les Britanniques, la Russie, même bolchevique, est un partenaire qu'il faut ménager parce qu'elle va se normaliser, etc., etc. Donc voilà les quelques éléments géopolitiques pour expliquer cette alliance franco-polonaise, sachant que les périls tout au long des années 20 vont aller en croissant. Je vous ai mis sur cette slide une phrase du général von Seeckt, qui est chef d'état-major de la Reichswehr dans les années 20, et vous allez voir que ça préfigure assez la suite.
l'existence de la Pologne est insupportable, incompatible avec l'existence de l'Allemagne, elle doit disparaître et disparaîtra de par sa propre faiblesse et grâce à la Russie avec l'aide de l'Allemagne. Alors, pour commencer justement cette présentation, je vous ai mis en fait, je vous renvoie au 17 septembre 1939 plutôt qu'au 1er septembre pour montrer justement les conséquences de cette stratégie des années 20. Vous avez la rencontre des officiers soviétiques et allemands à Brest-Litovsk. Juste à titre d'anecdote, vous savez en quelle langue ils communiquaient? Ils communiquaient en français, puisque le français était la langue internationale. Donc ces officiers se rencontrent pour se partager la Pologne et ils parlent en français. Vous voyez que cette coopération va beaucoup plus loin, puisque vous avez ici un soldat soviétique qui garde le pont sur lequel passe un panzer allemand. Pourquoi j'ai choisi cette date? Deux raisons. Premièrement, parce que le 17 septembre marque symboliquement la fin de tout espoir de continuer la résistance sur le sol polonais, pour l'armée polonaise. Et deuxièmement, bien sûr, une raison beaucoup plus d'actualité. Ça vous montre que ce danger russe, alors on le connaît aujourd'hui à travers la guerre en Ukraine, mais vous pouvez comprendre à travers ces images pourquoi l'Est de l'Europe est aussi hostile à la Russie, descendant direct de l'Empire soviétique. Donc voilà le début, et au 17 septembre, les Polonais, le gouvernement et le haut commandement polonais, comprenant qu'il n'y a plus de chance de résister, même dans ce qu'on appelait le réduit roumain, c'était un espèce de redoute fortifié sur la frontière roumaine, choisit de continuer la lutte depuis l'étranger. Alors, c'est un problème bien sûr délicat. Pourquoi? Parce que ça suppose d'abandonner les armées qui combattent toujours. Néanmoins, il faut bien vous souvenir d'une chose, c'est que nous sommes dans un pays qui vient de renaître il y a 20 ans. Donc la continuité des institutions prime sur le territoire en fait. Donc le gouvernement polonais fait le choix de continuer l'existence institutionnelle plutôt que l'existence territoriale. Alors, le gouvernement se reconstitue fin septembre en France, sur les bords de la Seine à Paris. La date est d'importance. 28 septembre 1939, Varsovie capitule. 28 septembre 1939, nouveau gouvernement, enfin nouveau président polonais, nouveau président en exil, Raczkiewicz. La date n'est pas sans importance, puisque les Français comme les Polonais vont accélérer cette nomination, ce choix d'un nouveau président, parce qu'on redoute à l'époque que les Allemands n'aillent lever un gouvernement fantoche, tout simplement à Varsovie. Varsovie capitule, il aurait pu être tentant d'avoir des collaborateurs qui s'installent au pouvoir. En fait, ce n'est pas un choix qui va être fait par les Allemands, mais néanmoins, Français comme Polonais vont accélérer ce processus, qui va être un petit peu malheureux et qui va être lourd de conséquences. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que 28 septembre, quelques jours après la défaite, ce ne sont pas forcément les meilleurs qui sont arrivés à Paris. Vous en avez encore beaucoup qui sont égarés dans les camps, qui essayent de s'échapper de Pologne. Et donc en fait, vous allez avoir un espèce de phénomène, notamment pour les ministres du gouvernement Sikorski. Sikorski, vous le voyez ici, c'est lui au milieu de la photo. Et le principe, ça va être un peu, enfin, on va lui reprocher d'avoir ce principe de premier arrivé, premier servi. Donc on ne va pas avoir forcément les meilleurs. Néanmoins, ce qui est important de signaler, c'est que le 28 septembre, donc 11 jours après l'invasion soviétique, vous avez un président polonais à Paris, et 2 jours après, vous avez un gouvernement qui se forme sous l'égide du général Sikorski que je vous présente ici. Alors, pourquoi former une armée polonaise? En réalité, vous avez des premiers pas qui ont été entrepris dès le printemps 1939. Devant la menace hitlérienne, vous avez un rapprochement franco-polonais, tardif mais réel. Et donc vous avez ici le chef d'état-major polonais qui est reçu par Gamelin, guerre de l'Est, ou guerre du Nord, je ne sais plus, en prévision justement des négociations. Et on prévoit de lever une division polonaise en France, une division d'infanterie polonaise. Ce sont les accords du 9 septembre 1939. Alors, pourquoi une division d'infanterie? Parce que vous avez, on va y revenir tout à l'heure, vous avez beaucoup de Polonais qui se sont installés en France et qui ont la nationalité polonaise.
ayant la nationalité polonaise, ils n'ont pas la nationalité française, et à ce titre, ils ne sont pas mobilisables. Donc ils ne peuvent pas rejoindre les rangs de l'armée. Pour ne pas gaspiller ce potentiel, on va se dire, pourquoi ne pas créer une division d'infanterie polonaise? Premier élément. Deuxième élément, qui arrange bien les Polonais, c'est de dire, mais si on a une armée, même petite, en France, on va avoir, en quelque sorte, un levier sur les opérations militaires, et donc on va pouvoir influer sur les décisions françaises. Donc vous avez, encore une fois, comme pour l'Alliance franco-polonaise, un aspect gagnant-gagnant pour ces accords du 9 septembre. Alors, une division, vous savez combien c'est? Une division, c'est 16 000 hommes à peu près. On se dit que c'est finalement assez peu par rapport au potentiel polonais. Et on va créer des écoles d'officiers d'infanterie, des écoles de sous-officiers d'infanterie et d'autres armes. L'idée étant de former des cadres, justement, des sous-officiers et des officiers, pour pouvoir ensuite constituer de nouvelles unités. Voilà le premier jet sur ces accords de création d'une armée polonaise. Pendant tout l'automne, Polonais et Français vont négocier sur le développement futur. Les Polonais entendent, toujours dans ce raisonnement d'avoir une influence sur les opérations, vont essayer de regrouper tous leurs hommes dans des grandes unités, dans une armée polonaise. La vision française, qui est vraiment défendue par le général Faury, qui était enseignant, qui était directeur des études à l'école de guerre de Varsovie, qui était un Français, c'est d'injecter des bataillons polonais au sein de l'armée française. Donc vous avez des divisions, des régiments français, puis dedans on va mettre des bataillons polonais. Pourquoi? Parce que finalement on se dit que les Polonais, les Français s'attendaient à ce qu'ils se défendent 3 mois. On ne connaissait pas encore les Stuka, la Blitzkrieg, les Panzers, etc. Et les Français vont être assez sévères, il faut bien le dire, vis-à-vis des Polonais, et vont considérer que cette armée, au niveau du haut commandement, n'a pas fait le poids. Et donc, si les officiers ne sont pas bons, autant ne pas créer de grandes unités, opérationnelles, mais seulement de petits bataillons. Un bataillon, vous savez, c'est 700-800 hommes à peu près. Donc, ces deux visions vont s'affronter tout l'hiver, tout l'automne plutôt, et le 4 janvier 1940, on va arriver à des accords qui représentent une sorte de compromis finalement, avec des divisions polonaises, donc plus des bataillons mais des divisions polonaises, qui seront soumises opérationnellement au commandement français, mais ça n'ira pas au-delà de la division. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de corps d'armée polonais, il n'y aura pas d'armée polonaise, on en restera au niveau de la brigade. Une brigade c'est 5000 hommes, on aura des divisions, voilà. Un aspect à part, ce sont les pilotes, on y reviendra tout à l'heure. En parallèle, l'état-major polonais fait des plans parce qu'il voudrait disposer bien sûr de la quantité d'hommes la plus importante. En octobre 1939, on parle de 160 000, 180 000 hommes. En fait, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, on réduit ce potentiel. Alors, un élément et un lien par rapport à 1917, dont parle Alicia. En 1917, 22 000 hommes étaient venus des États-Unis. C'était des volontaires d'Amérique. D'ailleurs, des Amériques, parce que ce n'était pas seulement les États-Unis, mais c'était aussi le Canada, l'Amérique du Sud, etc. Et cette fois-ci, ça ne va pas marcher du tout. Vous allez avoir à peine 2000 hommes qui rejoignent les rangs de l'armée polonaise. Plusieurs raisons. Une espèce d'américanisation. Les nouvelles générations sont séduites par l'American Way of Life. Ils ne vont pas vouloir porter le fusil comme leurs parents. Il y a des vieux litiges sur les pensions qui n'ont pas été versées aux veuves et aux orphelins. Passons, c'est beaucoup trop complexe. Mais en tout cas, vous avez sur les 22 000 hommes attendus, 2000 à peine qui se présentent. Voilà sur ce qui explique donc, ce glissement de 160-180 000 hommes à 120 000 hommes. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Przedstawiłem tylko na szybko, jakie były umowy między Francją a Polską, że pierwsze plany szacowały na mobilizację, na wysiłek mobilizacyjny rzędu 160-180 tysięcy żołnierzy. Okazało się, że odwrotnie do 17 roku Polacy z Ameryki i ochotnicy nie wstępowali w szeregi wojska z różnych przyczyn i powoli trzeba było ten potencjał zmniejszyć. Teraz będę opowiadał o ewakuacji i skąd ci żołnierze się wzięli.
Alors, une fois qu'on a des traités, comment dire, un cadre général, il faut trouver les hommes. Alors, parmi toute l'armée polonaise qui se défend face aux Allemands, puis ensuite face aux Soviétiques, le 17 septembre, l'ordre est donné à ceux qui le peuvent, ceux qui ne sont pas au combat contre les Allemands, d'essayer de passer les frontières. Et à l'époque, la Pologne dispose de frontières. Hop, pardon. On va trop vite. Voilà. La Pologne dispose de frontières avec la Lituanie, avec la Lettonie, mais surtout avec la Roumanie et la Hongrie. Et vous avez des dizaines de milliers d'hommes qui vont passer la frontière pour continuer la lutte. Alors en Lituanie, il s'agit de 12-15 000 hommes, c'est pas beaucoup. La Lettonie, c'est 1800 hommes à peine. Par contre, les gros contingents vont passer par la Hongrie et la Roumanie. Alors la Hongrie est liée par le pacte d'acier, je crois, avec ou le pacte de fer, enfin, passons, avec l'Allemagne. Néanmoins, il y a une longue tradition d'amitié entre les Polonais et les Hongrois. Et au nom de cette amitié, les Hongrois vont laisser filer beaucoup de Polonais. Et vous voyez les routes de l'évacuation qui mènent principalement par les Balkans, l'Italie, pour arriver en France. Alors, une anecdote intéressante, c'est le cas italien. L'Italie fasciste qui tombe de plus en plus dans le giron du Reich. Néanmoins, les officiers italiens vont plutôt aider les Polonais à filer. Là aussi, il y a eu avant-guerre des contacts entre les deux armées et vous avez plusieurs officiers polonais qui témoignent de l'aide apportée par les Italiens pour faire venir notamment leurs femmes et leurs enfants en France. Le cas de la Roumanie, c'est un peu différent. Ce n'est pas forcément une tradition historique d'amitié, mais plutôt un pacte défensif face à l'URSS. Que les Roumains ne vont pas faire jouer et donc vont rester neutres, contrairement aux attentes des Polonais. La Roumanie qui va chercher à se débarrasser de ces dizaines de milliers de soldats qui rentrent sur son sol, parce qu'elle est en proie à une forte instabilité. Vous avez des partis un peu fascisants qui vont le 23 septembre éliminer le Premier ministre Armand Călinescu, qui était pro-français, pro-allié, qui vont tenter une sorte de putsch. Et donc, bien sûr, la présence de 30 000 Polonais déstabilise le pays, déstabilise ses finances, parce qu'il faut nourrir tous ces gens, déstabilise la politique. Vous avez des agents de l'Abwehr qui pénètrent les administrations pour essayer d'attraper les Polonais. Donc finalement, la Roumanie va essayer de se débarrasser aussi. Donc vous avez, on va revenir aux chiffres tout à l'heure, mais vous avez tout ce monde-là qui va réussir à gagner la France. Alors principalement par la route des Balkans, mais aussi par le Proche-Orient, ce qu'on appelle le Levant à l'époque. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, bien sûr, d'évacuer des hommes. On calcule à peu près à 1200-1500 francs le coût de l'évacuation d'un soldat, d'un militaire. Donc c'est assez cher. Et en plus, c'est très visible, parce qu'ils ont beau être grimés en civil, ce sont des hommes jeunes qui ont 20 ans. Vous voyez les soldats qui sont derrière au fond, vous voyez bien qu'ils sont quand même plutôt des dégaines de soldats que d'écrivains, c'est pas la même bedaine. Donc vous voyez bien que ce sont des profils qui sont assez typés. Voilà. Donc finalement, par souci de discrétion et de coût, ces gens-là vont gagner le Proche-Orient. Vous savez comment la propagande de Goebbels appelle ces hommes qui essayent de filer vers la France? Les touristes de Sikorsky. Parce qu'ils considèrent qu'on les retrouve partout en Europe pour essayer de gagner la France. Et donc on les appelle, la propagande allemande les appelle les touristes de Sikorsky. Donc première source d'évacuation, Sikorsky, le Premier ministre polonais. Première source, l'évacuation. Deuxième source, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, la mobilisation en France. Vous savez qu'il y avait dès 1920, 25, 29, tous les immigrés polonais qui sont venus pour travailler dans les industries et les mines du Nord et du Nord-Est. Un élément qu'on oublie assez souvent, ce sont les travailleurs agricoles qui viennent sur la Garonne, travailler comme métayers.
Et donc, ces gens-là représentent quand même 500 000 hommes et femmes qui sont polonais, qui sont installés en France en 1939. Ces hommes, je vous ai dit, donc, ils ont la nationalité polonaise, et à la base, on va se dire, on va en faire une division. Assez rapidement, le gouvernement Sikorski, en accord avec les Français, met en place une mobilisation, une conscription en bonne et due forme. Ça veut dire que cette mobilisation, en fait, ils n'ont pas le choix, ce n'est plus le volontariat, mais ce sont des conscrits, et ils vont alimenter les rangs de l'armée polonaise. J'ai évoqué tout à l'heure la facilité avec laquelle, l'attitude favorable des Hongrois qui allaient laisser passer les officiers polonais. Je vous montre toujours en exemple ce passeport qui est le passeport du général Maczek, commandant de la 10e brigade de cavalerie. Et vous voyez que, donc ça c'est le passeport qui lui a servi à passer la frontière hongroise. Vous voyez Maczek ici, et ils ont rajouté 3 lettres devant. Et donc vous voyez que c'est quand même pas une contrefaçon très subtile. Mais malgré tout, avec ces 3 petites lettres, il a réussi à passer sans problème la frontière. Voilà l'exemple du général Maczek. Quelques chiffres quand même, puisque bon, l'histoire c'est des dates et malheureusement aussi des chiffres. Le bilan de cette évacuation, 71 000, 75 000 hommes qui passent les frontières, la moitié à peu près qui arrivent en France, 5 000 qui se retrouvent bloqués en route, qui abandonnent ou qui ne continuent plus en tout cas. La mobilisation polonaise en France, alors, comme je vous ai dit, vous avez 500 000 hommes et femmes, ça représente à peu près 129 000 appelés. 5 000 ne se présentent pas devant les commissions de révision. Alors dedans, vous avez bien sûr pas mal de gens. Alors, vous connaissez l'histoire peut-être de la Pologne. Vous savez que c'était un pays multiethnique, multiconfessionnel avant-guerre. Vous aviez des minorités assez importantes, des minorités allemandes, mais surtout ukrainiennes, biélorusses, juives. Tous ces gens-là ont des passeports polonais en France, mais ne se sentent pas forcément très polonais. Donc tous ces gens-là, en majorité justement, qui appartiennent à des minorités, ne vont pas forcément se présenter pour combattre aux côtés des Polonais. Vous avez une partie de réformés, sachant que est affectée au service auxiliaire. Pourquoi? Parce que ce sont beaucoup de travailleurs physiques. Alors ceux qui sont travailleurs physiques dans les mines, bien sûr, vont être soit très forts et aptes à porter des armes, soit des hommes qui sont un peu plus âgés, qui sont un peu plus usés, et évidemment ils ne vont pas pouvoir aller au front. Je vous ai parlé des 2000 volontaires, ici sur cette ligne. Vous avez le cas des exemptés. Alors, j'ai évoqué le problème, enfin la situation de tous ces Polonais qui travaillaient dans les mines de charbon, dans les usines d'acier. Il s'agit d'industries stratégiques qui ne peuvent pas s'arrêter de fonctionner parce qu'il y a la guerre. Donc le ministre du Travail, le ministre des Travaux publics vont interdire de mobiliser ces hommes qui vont rester comme ouvriers ou comme mineurs dans les industries. Et donc finalement, au total, vous n'avez que 50 000 hommes issus de la mobilisation en France qui rejoignent les rangs de l'armée polonaise. Au final, ça vous fait quand même un bon petit paquet de 85 000 soldats, ce qui est quand même une belle armée. Je n'ai pas connaissance d'une autre armée ou d'une autre nation qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, ait pu lever un tel contingent en à peine 8 mois de temps, puisqu'on se situe entre début octobre 1939 et fin mai 1940. Voilà. Des questions sur ce thème de la mobilisation Rien? Odpowiadałem, skąd pochodzili ci Polacy. Oficerowie głównie z ewakuacji przez kraje bałtyckie, Litwę, Łotwę, ale przede wszystkim przez Węgry i Rumunię. Były 2 ewakuacje. Najprostsza to była na Francję, żeby po prostu przeszli te granice przez kraje bałkańskie, Jugosławię, Włochy i do Francji. Natomiast druga droga, żeby ze względów na dyskrecję i na koszty, polegała na ewakuowaniu tych głównie oficerów na kierunek bliskowschodni, czyli Liban i Syrię. I oni potem byli właśnie albo przetrzymywani i z tego powstała 3. Brygada Karpacka, Brygada Karpacka, a potem 3. Dywizja Karpacka pod Monte Cassino, albo byli dalej ewakuowani do Francji. W dodatku dochodzi
To byli głównie oficerowie. Dlaczego? Bo żołnierze woleli z reguły zostawać w Polsce, gdzie mieli rodziny, natomiast ci, którzy byli oficerami, podoficerami, z reguły właśnie przekraczali granice, żeby dalej walczyć. Natomiast szeregowi pochodzili głównie z mobilizacji we Francji, pochodzili z emigracji polskiej. 500 000 kobiet, mężczyzn, dzieci przyjechało do Francji, żeby pracować w kopalniach, głównie na północy Francji, kopalniach węgla, kopalniach żelaza jak w Normandii oraz w fabrykach tam stali i różnych przemysłach we wschodniej Francji. Byli też rolnicy z centralnej Francji, z okolic Toulouse, więc wśród tych wszystkich Polaków, którzy osiedlili się we Francji w latach 30., 20. i 30., przeprowadzono mobilizację. Z tego 50 000 żołnierzy trafiło do wojska polskiego, wojska, które odbudował Sikorski od 1939 roku. Są jakieś pytania? Tak na szybko, przepraszam, ale... Ok, on a fait les origines, on va passer à la formation, puisque vous avez les hommes. Vous avez les traités, maintenant il faut parler des armes et des unités. Alors, vous avez bien sûr Coët-Quidan. Mais voilà, Coët-Quidan, c'est le berceau de l'armée polonaise. Alors juste avant de parler de Coët-Quidan, comment ça se passe en fait? Donc tous ces hommes sont mobilisés ou alors arrivent en France. Ils sont filtrés parce qu'on essaie de détecter s'il y a des espions parmi eux. On essaie de vérifier la crédibilité de leur récit. Et ensuite, on les met, effectivement, on les envoie dans l'un des camps qui se mettent en place en France pour accueillir l'armée polonaise naissante. Alors Coët-Quidan, c'est le berceau de l'armée polonaise. Le camp est mis à disposition des Polonais dès le 17 septembre 1939, donc avant même la chute finale de la Pologne. Et c'est ici que... Alors, deux éléments qui vont se concentrer sur Coët-Quidan, mais d'ailleurs sur les autres secteurs également. Premièrement, centre de formation au sens où les hommes apprennent le métier des armes. Je vous ai dit, beaucoup sont venus dans les années 20, dans les années 30, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas fait leur service militaire, donc ils ne savent pas comment se battre, ils n'ont pas la culture de l'armée, donc il faut les former à tout ça. Et deuxièmement, formation au sens, on crée des unités, on crée des divisions, des brigades, etc. Donc cette double fonction est assumée autour de Coët-Quidan, premier camp. Deuxièmement, autour de Parthenay, donc c'est dans les Deux-Sèvres. Hein. Vous allez voir plusieurs autres camps qui vont se mettre en place ici. Et un élément intéressant, c'est les blindés qui se regroupent. Je vous ai montré tout à l'heure le passeport bidouillé du général Maczek. Il s'installe avec ses blindés autour de Bolen, où il met en place une école des blindés. Donc ces trois zones, principalement donc l'ouest hein, de la France, plus ce petit morceau ici. À côté de ça, vous avez les aviateurs. Alors le berceau de l'aviation, c'est Lyon-Bron, ici, hein, juste à côté de Lyon. Les aviateurs vont remplir un rôle important. Pourquoi? Parce que le général Sikorski, son objectif, c'est pas de créer l'armée la plus large possible. Il faut comprendre que Sikorski, c'est un peu le De Gaulle polonais. Et Sikorski, dès les années 30, a écrit sur la doctrine, la tactique, la stratégie militaire. Et notamment, il mettait déjà en avant, comme De Gaulle, le rôle des blindés, le rôle des troupes mécanisées, le rôle de l'aviation. Et donc, c'est vraiment, il y a vraiment une relation parallèle entre les deux hommes. Et Sikorski ne va pas essayer de mobiliser une armée très large, mais va essayer de disposer d'unités blindées, de divisions blindées et d'aviateurs. Parce qu'il est bien conscient que c'est l'objectif, le nerf de la future guerre. Alors, je vous ai parlé des Roumains tout à l'heure, de l'accueil en Roumanie. Et en fait, les premiers hommes à être évacués de Pologne, ce seront les pilotes, justement. Les pilotes et les aviateurs. Alors, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 10 000. Alors, quand je dis 10 000, c'est pas 10 000 pilotes, c'est 10 000 aviateurs. Donc, vous avez des pilotes, des armuriers, des électriciens, etc., des météorologues, etc. Donc, tout ce monde va être déplacé dans un premier temps en Roumanie. Pourquoi? Parce qu'ils doivent attendre que les Britanniques leur livrent des armes.
Rappelez-vous, les Britanniques devaient leur fournir des ferrets Battle, des bombardiers, et des Hurricanes. En fait, à cause de la défaite rapide de la Pologne, les transports n'arriveront jamais. Donc, comme ils sont de toute façon en Roumanie, ce sont les premiers évacués et ils s'installent à Lyon. Alors, l'installation à Lyon va poser un problème qui est général, générique à l'ensemble de l'armée polonaise, c'est que tout simplement, la France n'est pas prête à les recevoir. Quand vous avez les pilotes qui arrivent à Lyon-Bron, l'aérodrome, bien sûr, n'est pas suffisamment large pour accueillir 10 000 hommes. Donc certains sont mis dans les bâtiments de la foire, certains dorment dans des bureaux. Voilà. À Coët-Quidan, en Bretagne, vous avez une couverture pour 2 hommes, alors qu'il fait moins 14. Les hommes s'entraînent au début en civil, avec leur tenue civile. Dans mon livre, vous avez la photo d'hommes en tenue civile qui portent des fusils. Voilà. Donc, des difficultés d'ordre matériel qui vont ralentir cette création de l'armée polonaise. Des difficultés matérielles, mais des difficultés aussi morales. Alors, je vous ai évoqué que ceux qui arrivent de l'évacuation sont plutôt des officiers ou des sous-officiers, donc l'encadrement. Ce sont des hommes qui ont une vision plutôt traditionnelle, traditionnaliste et conservatrice du monde, qui sont farouchement anti-nazis, mais aussi farouchement anti-soviétiques, bien sûr. Et ils vont se retrouver à commander des hommes qui sont plutôt tendance PCF, CGT, j'en passe et des meilleurs, et donc le contact ne va pas passer très bien. Les soldats mobilisés en France, les Polonais de France, vont être très amers et vont reprocher aux officiers d'avoir perdu la guerre aussi vite. Ils vont se sentir humiliés et vont dire mais vous prétendez nous commander alors que vous n'avez pas été foutus de défendre la Pologne. Donc vous allez avoir une crise de légitimité que certains politiques mal inspirés vont alimenter, mais je passe ce sujet. En tout cas, vous avez ces obstacles matériels et ces obstacles moraux qui vont ralentir la création de l'armée. Néanmoins, alors je passe tous les camps d'instruction, etc., on n'a pas le temps, vous avez quand même, à part l'aviation, vous avez pas mal d'unités qui se mettent en place et permettez-moi d'alimenter cette réflexion. Dans les accords du 4 janvier, vous avez les unités dites de première urgence, division d'infanterie, en nombre correspondant aux effectifs. Première division de grenadiers, deuxième division de chasseurs à pied, on est à chaque fois sur des effectifs de l'ordre de 16 000 hommes. Donc jusque-là, tout se passe comme prévu. Et après, ça commence à déraper. Pourquoi? Parce que le 30 novembre 1939, l'URSS envahit la Finlande, et là vous avez un phénomène de sympathie pour la petite Finlande, et aussi de lassitude devant l'inaction des alliés sur le front, et les populations civiles, l'opinion publique, vont pousser à une intervention en Finlande. C'est assez rigolo, c'est assez curieux de constater que ceux qui ne voulaient pas, alors est-ce que c'est les mêmes, ça mérite d'être analysé, mais ceux qui ne voulaient pas mourir pour Danzig à l'été 39, 3 mois plus tard sont prêts à en découdre avec l'Union soviétique pour la Finlande. Pour contrer cette menace soviétique, Français et Britanniques décident d'envoyer un corps expéditionnaire franco-britannique à l'aide de la Finlande, et les Polonais doivent en faire partie. C'est l'objet de la création de cette brigade autonome des chasseurs des Potrales. Alors il faut faire vite, parce que la Finlande peut succomber à chaque instant. Et donc, en fait, pour créer la brigade autonome des chasseurs de Potrales, on déconstruit les 2 autres, on prend les meilleurs soldats des 2 premières divisions et on les met dans la brigade de Potrales. Cela ne suffit pas, puisque le 13 mars 1940, la Finlande demande l'armistice, traité de Moscou, accepte de perdre la Carélie, etc. Et on se retrouve avec cette brigade autonome de chasseurs de Potrales qui est privée de but, privée de raison d'être. Alors, il y a un vieux projet qui taraude des gens comme Churchill, comme Reynaud, etc. C'est la logique des fronts périphériques. De quoi s'agit-il? Front périphérique, c'est-à-dire, en attendant que les Allemands viennent nous attaquer, puisqu'on attend que les Allemands nous attaquent, hein, c'est la raison d'être de la ligne Maginot, c'est ça, on va essayer de les affaiblir en frappant leurs points faibles. Alors, quels sont les points faibles? Les points faibles de l'Allemagne, c'est le fer. Le fer, d'où vient-il? Il vient de Suède, et il est exporté de Suède par Narvik.
Narvik qui est baigné qui est très au nord, au-delà du cercle polaire, mais qui est baigné par le Gulf Stream, donc qui est libre de glace toute l'année. Contrairement au golfe de Botnie de l'autre côté. Voilà. Donc, on va essayer de couper la route du fer en envoyant ce corps expéditionnaire qui devait servir en Finlande, on va l'envoyer en Norvège pour dégager les navires de commerce allemands de Norvège. Le deuxième élément qui est moins connu, et qui est toujours dans la logique de frappe périphérique, c'est la brigade autonome des chasseurs de Karpath qui se met en place entre le Liban et la Syrie. Donc, j'ai dit que l'Allemagne avait besoin du fer. Hein. L'Allemagne a aussi besoin d'un truc beaucoup plus important, le pétrole. Et d'où vient le pétrole? Le pétrole vient de Russie. Et donc il y a un plan qui est assez méconnu aujourd'hui, qui s'appelle RIP, Russie Industrie Pétrolière, qui consiste à opérer des frappes sur Bakou depuis le Levant. Voilà la raison d'être de cette brigade de chasseurs de Karpath, qui voit à peine le jour en juin 1940, donc qui n'a pas le temps d'être constituée, c'est une unité incomplète. Autre élément qui est fini, c'est les compagnies divisionnaires anti-chars. Alors c'est l'élément probablement le plus méconnu de cette histoire. Autour du 20 mai 1940, vous avez Pétain qui débarque à l'ambassade de Pologne et qui demande à Sikorski de lever des compagnies divisionnaires anti-chars pour renforcer l'ossature anti-chars des divisions d'infanterie françaises. Les Panzers viennent de déferler à travers la Meuse et sont à Abbeville. L'idée est de constituer des bouchons anti-chars et pour renforcer cette ossature anti-chars, on va créer ces compagnies en déconstruisant les 3e et 4e divisions légères. Donc je vous ai expliqué que la brigade autonome avait été faite en partie de la 1e et de la 2e DI. Là, il s'agit de démolir ces 2 divisions et d'en faire des compagnies divisionnaires anti-chars. Vous avez 8 compagnies anti-chars qui combattent aux côtés d'unités françaises dans toute la France. Dernier élément, la 10e brigade de cavalerie, ce qui est mon unité préférée, Général Matchek, donc le fameux passeport. Et eux, alors je vous ai mentionné rapidement le problème de matériel. Donc ce sont des vétérans de septembre 1939 qui ont brillamment combattu contre le 22e corps motorisé allemand. Eux, ils sont du côté de Bolène. On leur donne quelques Renault FT de la Première Guerre mondiale et surtout on leur donne pas de fusil. Donc jusqu'en avril, ils sont à s'entraîner avec des bâtons en guise de fusil. Un petit bâton c'est un fusil et un gros bâton c'est une mitraillette, une mitrailleuse. Donc voilà comment ils s'entraînent. Finalement le 24 mai, donc, alors que les Allemands sont déjà en train d'approcher la poche de Dunkerque, ils reçoivent l'ordre de se former, de se regrouper en région parisienne pour toucher du matériel flambant neuf, qui pue encore la peinture neuve, c'est vraiment quelque chose de... Certains chars n'ont pas encore de viseur tellement c'est nouveau. Et par contre, ils ont une semaine pour gagner le front. Donc ce sont des gens qui n'ont parfois jamais connu ce matériel, ils ne savent pas comment ça marche. Ils ont des téléphones mais pas de câbles, tout est n'importe quoi. Et ils ont une semaine pour aller gagner le front en Champagne. Donc voilà les conditions dans lesquelles ces hommes rentrent au combat. Des questions à ce stade? Toujours pas? Może nie będę po polsku, bo inaczej jeszcze mamy dużo mamy slajdów, ale tego, czy powiedzieć trochę? Powiedzieć? No. Excusez-moi, juste quelques mots en polonais. Według traktatów polsko-francuskich Polacy mieli tworzyć przede wszystkim dywizję piechoty. Natomiast ze względu na atak Rosji sowieckiej na Finlandię 30 listopada 1939 roku, Francuzi i Anglicy postanowili wysłać korpus ekspedycyjny na pomoc Finlandii i w tym korpusie ekspedycyjnym mieli też uczestniczyć Polacy. Więc na szybko z tych dywizji piechoty wyciągnięto najlepszych żołnierzy, no bo czas był bardzo się liczył, i tych najlepszych żołnierzy wcielono do brygady podharańskiej. Brygada podharańska była najbardziej elitarną jednostką wojska polskiego we Francji w 1940 roku. Natomiast pomimo tego pośpiechu Finlandia musiała jednak kapitulować wobec Sowietów 13 marca 1940 roku i że były naciski, żeby nie czekać na atak niemiecki,
tylko żeby ruszyć i jakoś zaatakować, osłabić potencjał niemiecki na peryferiach, postanowiono użyć Podhalan w Narwiku. W Narwiku był port, w którym żelazo, które było wydobywane w Szwecji, to żelazo było eksportowane wzdłuż wybrzeży Norwegii do Niemiec. Czyli to żelazo jak gdyby szwedzko-norweskie zasilało przemysł niemiecki. Cały czas, gdy statki niemieckie płynęły wzdłuż wybrzeża norweskiego, oczywiście były w wodach neutralnych, czyli Brytyjczycy i Francuzi nie mogli atakować, czyli ten metal bezpiecznie przypływał do Niemiec. Więc pierwsza strategia, pierwszy pomysł po upadku Finlandii polegał na tym, żeby wysłać tą brygadę do Norwegii. Stąd walki o Narvik. Przemysł niemiecki potrzebował żelaza, ale wojsko niemieckie potrzebowało ropy. Skąd pochodziła ropa? Z Rosji. Więc drugi potencjał, gdzie uderzyć wiosną 1940 roku, to były właśnie Baku, Azerbejdżan, gdzie były główne złoża ropy radzieckiej. W tym celu utworzono brygadę strzelców karpackich, która z powodu późnego wejścia, późnego terminu tworzenia nie zdążyła uczestniczyć w walkach. Kolejną jednostką to były kompanie przeciwpancerne. To są najmniej znane jednostki Wojska Polskiego we Francji. O co chodziło? Chodziło o to, żeby położyć kres jak gdyby niemieckim czołgom i żeby znaleźć jakiś sposób, żeby zatrzymać te niemieckie czołgi. Więc marszałek Pétain przyszedł do ambasady polskiej i poprosił Sikorskiego osobiście, żeby kosztem 3. i 4. Dywizji Piechoty, które były w utworzeniu, sformować te kompanie przeciwpancerne. 8 kompanii przeciwpancernych służyło wraz z dywizjami piechoty francuskimi i przeszło cały szlak bojowy aż do centralnej Francji, ponosząc przy tym straszne straty. I kończąc, 10. Brygada Kawalerii Pancernej, no wydaje mi się, że jej los był najbardziej taki smutny, bo byli to weterani z kampanii wrześniowej, bardzo dzielnie walczyli aż do okolicy Lwowa. I zamiast im dać jakieś czołgi czy broń, to Francuzi im dali z braku nawet zwykłych karabinów, musieli ćwiczyć z patykami i patykami po prostu. Mały patyk to był karabin, a duży patyk to był ręczny karabin maszynowy. W marcu dopiero dostali kilka starych Renault FT z I wojny światowej i nagle po przełomie, właśnie po tym jak Niemcy przełamali obronę francuską nad Mozą, pod Sedan, Francuzi kazali im tworzyć 10. Brygadę Kawalerii Pancernej. Wtedy dostała to nazwisko właśnie pancerna. Dostała najnowocześniejszy sprzęt, jeszcze pachniący świeżą farbą, no ale co z tego, jak my mieli tydzień, żeby się przygotować i żeby wyruszyć na front. Więc to wojsko tak naprawdę nigdy nie zostało dokończone. Tylko taka ciekawostka, to jest maczek, kwiat maku, który żołnierze mieli narysować na samochodach, pojazdach brygady w 1940 roku. Nawiązuje oczywiście do dowódcy, generała Maczka. Szkic tego maku, tego kwiatu znajduje się w archiwum w Londynie, ale nie znalazłem jednego zdjęcia, który pokazuje ten znak. Więc nie wiem, czy go zdążyli namalować, czy z braku czasu poszli do walki bez tego. Je vais être obligé d'accélérer parce que j'ai dépassé les 45 minutes, donc comme je pensais, avant que les gens commencent à filer pour prendre l'apéro. Vous n'êtes pas pressé? Non. Moi j'ai une petite question. Ah, merci. Il y a un coquelicot là, une couleur. C'est l'insigne de quoi? C'est super. Je viens de l'expliquer en polonais et super, voilà. Non, mais très bien. Alors, Maczek, c'est alors, comment dire?
Ça, c'est le commandant de la 10e brigade de cavalerie blindée. Il s'appelle le général Maczek. C'est lui dont j'ai montré le passeport. Voilà. Maczek, ça veut dire petit pavot en polonais. Et donc, en référence au nom du commandant, les Polonais ont dessiné. Oui, Alors, voilà, vous avez le petit pavot. Alors, j'ai trouvé cet emblème dans les archives à Londres. Par contre, je n'ai aucune photo de véhicule sur lequel il l'aurait peint. Donc ça reste un point d'interrogation. Comme je disais, ils ont eu 7 jours pour aller pour se préparer. Peut-être qu'ils avaient autre chose à faire que de peindre. Voilà. Alors, juste, peut-être, on va accélérer parce que bon, voilà, je ne veux pas vous perdre dans les menus détails. Oui, ben on va supprimer l'apéritif. Vous supprimez l'apéritif? Ah. Bon, juste l'aviation, parce que j'ai évoqué l'aviation comme étant l'un des enjeux principaux. Alors c'était un enjeu pour Sikorski, bien sûr, parce qu'il voulait une armée moderne, comme je vous l'ai dit, mais c'était aussi un enjeu pour toute cette campagne de France. Le point le plus faible de l'armée française en 1939, c'est pas l'absence de blindés. J'ai évoqué le point tout à l'heure avec vous. C'est pas l'absence de blindés, c'est vraiment l'aviation qui est complètement décatie. Et une industrie, alors, plusieurs raisons pour lesquelles on ne va pas les aborder toutes, mais une industrie assez artisanale, voilà, une politique des prototypes qui subventionne des prototypes, donc vous avez des prototypes qui ne servent à rien, mais on noie les budgets pour avoir des avions qui ne servent à rien. Les grèves de 38, pas de 36, hein, j'insiste bien de 38, parce que les usines d'aviation ont été surtout touchées en 38. Une doctrine défaillante, enfin, passons. Au final, je vous propose de découvrir cette phrase d'Anatole de Monzy, ministre des Travaux publics, qui était franchement anti-polonais. Nous avons perdu la guerre faute d'aviation. Nous l'avons perdue pour d'autres causes bien définies, mais celle-là, dans sa tragique évidence, obsède l'esprit des hommes de France. Pourquoi les enseignements fournis par la campagne de Pologne ont-ils été ignorés ou méconnus? Donc, comment dire, les Polonais, là aussi, comme pour les blindés, hein, vont rester à végéter dans leur caserne de Lyon-Bron. Et les premières à être levées vont être les unités montpelliéraines. Il s'agit de 6 patrouilles. Alors une patrouille, c'est 3 pilotes, 3 avions, plus le personnel technique, donc une quinzaine d'hommes au total. Et ils vont être un peu comme l'idée première de faire des bataillons polonais au sein des divisions françaises. Ils vont être injectés par groupe de 3 avions, justement, dans les groupes de chasse français. Donc, vous avez ces 6 groupes de chasse qui vont recueillir ces pilotes polonais. Alors, pourquoi Montpellier? Parce qu'il y a une école de chasse à Montpellier, donc c'est là où ils sont formés. C'est pas spécialement, enfin, ils ne combattent pas spécialement à Montpellier, mais c'est l'endroit où ils ont été formés. Le plus emblématique des groupes de chasse polonais et le seul à voir le jour, c'est le GC 1-145, Varsovie, groupe de chasse 1-145. Et on va leur faire une mauvaise blague, on va leur filer des caudrons Renault 714 qui seront déclarés inaptes au vol le 25 mai 1940. Le caudron est un avion, alors ce qu'on appelle, c'est une... Vous savez, il y a des modes, hein, comme partout, voilà, et dans l'aviation, il y avait une mode à cette époque, c'était d'essayer d'inventer un chasseur léger, donc, dont le poids, en fait, compenserait l'absence de puissance. Et donc, ces avions, en fait, sont pratiquement techniquement inaptes. Vous avez le capot moteur qui se déforme, vous avez les volets qui se détachent, le moteur fuit. Et je vous laisse découvrir cette citation du général Villemain, hein, qui est le patron de l'armée de l'air française en 1940. Fallait-il que je sois si pauvre en matériel pour être obligé d'équiper un groupe de chasse polonais avec des caudrons 714? Ça vous donne une idée des performances de l'avion. Néanmoins, les Polonais, n'ayant d'autres appareils, vont voler sur ces caudrons Renault et vont remporter une douzaine de victoires. Alors ils sont basés essentiellement d'abord à Villacoublay et ensuite à Dreux, donc à côté entre Paris et Chartres. Voilà. Plus la guerre avance et plus la situation se complique, plus ça se présente mal pour la France, et on va lever dans l'urgence des patrouilles, donc DAT, Défense aérienne du territoire, et d'usines, qui seront, alors là, des groupes de 3 pilotes aussi, de 3 ou plus, sans personnel d'accompagnement, sans personnel technique, mais qui vont devoir défendre des territoires donnés. Voilà la suite
les trois éléments de l'aviation. Au total, les Polonais subissent 14 pilotes tués et en échange abattent une trentaine d'appareils, trentaine, quarantaine, peut-être plus proche de la quarantaine d'appareils allemands. En général, vous pouvez enlever 20% pour avoir une idée des victoires exactes, parce qu'il y a toujours une exagération des rapports. Voilà sur l'aviation. Sur Narvik, hein, vous avez les potrales. Les potrales, qu'est-ce qu'ils vont faire en réalité? Ils vont couvrir le flanc sud. Alors, ce qui est bien, c'est que... alors, ce qui est bien, ils ont cet étrange privilège de combattre avec les meilleures unités, contre les meilleures unités, puisqu'en face, ils ont les troupes de montagne, ce qu'on appelle les Gebirgsjäger allemands, les Tyroliens, commandés par Dietl, qui est un général allemand assez farouchement nazi. Probablement il aurait pris la corde ou une balle s'il avait survécu à la guerre. Donc ils combattent contre des unités d'élite, mais aussi à côté d'unités d'élite, puisque ce monsieur, hein, c'est le fameux Ralph Monclar, l'un des généraux les plus décorés de l'armée française, qui commande à l'époque là. Ralph Monclar, c'est son nom de guerre. C'est Raoul Margerin, enfin, quelqu'un peut me rappeler, non? Enfin voilà, et donc c'est lui qui commande la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, qui va être la première unité à se rallier à De Gaulle, hein, entre soit dit en passant. Donc les Français attaquent depuis le nord, les Polonais couvrent le flanc sud. C'est la première victoire alliée, puisque la route du fer est coupée. Hein. Le 28 mai, nous avons célébré à Narvik la fin de la prise de Narvik. Première victoire alliée dans ce début de guerre assez déprimant, il faut bien le dire, auquel prennent part les Polonais. Vous connaissez tous, j'espère, le déroulement de la campagne de France, avec une attaque de diversion sur les Pays-Bas et la Belgique. Le gros et la meilleure partie des forces françaises qui se précipitent à la rencontre de l'armée allemande. Et pendant ce temps-là, les Allemands passent en coup de faux et coupent l'armée française de ses bases arrière. Voilà. La messe est dite en 3 jours. Hein. En 4 jours, les Allemands percent sur la Meuse à Sedan et c'est fini. Donc, deuxième partie. Donc, les Polonais vont prendre part au combat de la deuxième partie, puisque une fois que la poche de Dunkerque, merci, est fermée et liquidée, les Allemands vont se précipiter vers le sud, hein, et ce sera là où les Polonais vont intervenir, dans le chaudron de Lorraine. Alors qu'est-ce que c'est le chaudron de Lorraine? Le chaudron de Lorraine, c'est toute la ligne Maginot, hein. On voit mal les frontières, excusez-moi, il faudra que je leur fasse cette présentation, mais vous avez la ligne Maginot qui couvre tout cet angle-là, et en fait, les Allemands, avec leurs points blindés, passent en direction de Langres, foncent en direction de Langres, après avoir traversé l'Aisne au niveau de Laon, etc. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils coupent la Lorraine, vous avez 2 attaques de diversion depuis le nord et depuis l'est. L'idée est d'enfermer les défenseurs de la ligne Maginot, puisque vous avez encore un demi-million de soldats français qui défendent la ligne Maginot. Alors vous allez me dire pourquoi ces gens-là, on ne les a pas déplacés ailleurs. Il faut bien se souvenir du poids symbolique de la ligne Maginot. C'était impensable d'abandonner la défense de la ligne Maginot. Deuxième élément, l'est de la France, région fertile en industrie, hors de question d'abandonner ces industries à l'ennemi. Donc Weygand prend cette décision et maintient cette décision de conserver la ligne Maginot. Et malheureusement, ces hommes ici vont se retrouver coupés. Donc c'est vraiment 500 000 hommes qui tombent aux mains des Allemands. Les Allemands prennent plus de prisonniers entre la demande d'armistice le 17 juin et le 25, la date d'entrée en vigueur de l'armistice, que pendant tout le restant du conflit. Donc c'est vraiment assez tragique. Dans ce cadre, vous allez avoir la première division de grenadiers qui tient... Il y a une partie assez intéressante de la ligne Maginot ici, ce qu'on appelle la ligne Maginot aquatique, qui est en face de la Sarre. Vous vous souvenez peut-être que jusqu'en 1935, la Sarre avait opté par référendum pour son rattachement au Reich. Hein, et les Français se faisaient des illusions et peut-être quand même la Sarre va revenir à la France. En fait, il n'en est rien. Néanmoins, pour ne pas perdre cette chance, on s'était décidé à ne pas fortifier ce secteur, puisque si cette région doit revenir à la France, on ne va pas s'en couper. Donc l'idée, c'est qu'ici, on n'a pas de défense, on n'a pas de bunker, de casemates, etc. On n'a que des
des lacs et des rivières qu'on a mis en réseau, et donc qui doivent servir de fossés anti-chars. Donc les Polonais se reculent, jusqu'à Baccarat-Raon-l'Étape, où ils se dispersent. Voilà pour la première division de grenadiers. Deuxième division de chasseurs à pied, qui doit défendre Belfort. En réalité, Guderian arrive sur leurs arrières. Un régiment est dirigé sur la défense de la Saône, ce qu'on appelle le groupement du Luc. Vous avez un régiment, c'est quoi? C'est 3000 hommes, qui ont une poignée de canons anti-chars. En face, le groupement Guderian, c'est 1 millier de blindés, donc ça vous donne un aperçu du rapport de force. Ces hommes se retranchent d'abord dans le clos du Doubs et finissent par évacuer vers la Suisse. Et vous avez toujours dans cet espace la 10e brigade de cavalerie blindée, qui oscille entre les deux groupements blindés, Von Kleist et Guderian, qui se retirent et qui se dispersent du côté de Dijon. Voilà pour les combats, pour faire bref. Deux images que je voudrais commenter avec vous, qui sont les plus marquantes. Celle de gauche, alors juste une info comme ça, trouver des photos des grenadiers en 1940, c'est une mission impossible, parce que tout simplement ils étaient sur la ligne Maginot, donc le plus grand secret militaire de la France, donc interdiction formelle d'avoir des appareils photo. Et donc pour trouver des photos des grenadiers, il faut vraiment chercher loin, et notamment chercher chez les Allemands. Cette photo donc présente 2 officiers polonais qui ont été faits prisonniers. Et j'aime beaucoup cette photo parce que malgré la tristesse bien sûr, voilà, ils viennent d'être faits prisonniers. Par dignité, ils se cachent le visage parce qu'ils ont honte d'avoir dû se rendre à l'ennemi. Donc je trouve cette image très, très digne. À droite, vous avez les chars de la brigade Maczek, la 10e brigade de cavalerie blindée. Et l'une des clés qui explique la perte de cette brigade, c'est le manque d'essence. Ils ont cherché de l'essence tout au long de leur chemin, ils n'ont jamais trouvé. Ils ont dû d'abord abandonner les 17 chars, puis les autres, et finalement tous les véhicules. Et le gâchis sur cette photo, c'est que la citerne d'essence vient d'être pulvérisée par un raid de la Luftwaffe ici, donc un symbole du gâchis de cette campagne de France. Bon, on n'a plus le temps de regarder sur les compagnies anti-chars dont j'ai repris l'illustration ici. Peut-être juste pour vous donner une image sur le sort de ces compagnies anti-chars. Je prendrai le dernier, 10e compagnie anti-chars, qui se déploie le 11 au soir, elle part pour le front. Le 12, vers 15h, elle occupe ses positions à côté de Montmirail. Voilà. Donc le 12 dans l'après-midi, elle occupe ses positions. Le 13 au matin, il n'en reste plus rien. 38 hommes sur 150 restent encore valides. Donc ils se confrontent avec la 3e Panzer Division. Ils sont mis en avant en fait pour freiner l'avance, et ils sont complètement battus et défaits en moins de 24 heures. Un élément qui est un peu moins connu, c'est le rébut breton. Je vous ai évoqué le rébut roumain tout à l'heure pour les Polonais, qui n'a pas tellement fonctionné. Pour les Français, c'est le rébut breton. L'idée avancée par De Gaulle, qui rend visite en Bretagne, qui visite la Bretagne le 12 et le 15 juin, c'est de construire et de fortifier cette Bretagne pour s'y maintenir face aux Allemands. Donc un élément militaire, bien sûr, la défense d'au moins un lambeau du territoire français, mais un élément politique aussi, puisque De Gaulle dit bien que, en fait, si le gouvernement gagnait Quimper, tôt ou tard, il n'aurait d'autre choix que de prendre la mer pour continuer le combat depuis l'Afrique du Nord ou depuis la Grande-Bretagne. Et en fait, malheureusement, les gouvernements de la Troisième République sont peut-être un peu moins portés aux décisions radicales, et plutôt que le rébut breton, ils vont décider de se retirer du côté de Tours et de Bordeaux. Voilà. Par contre, les Potrales qui ont combattu à Narvik, on les rapatrie en urgence sur Brest, on les met à défendre la ligne du Couesnon, Pontorson, Combourg, Dole, ces endroits que vous connaissez. Et en fait, le 18 au matin, les Allemands arrivent sur une brigade qui est désarmée, parce que l'armement lourd il reste en Norvège, qui est isolée, parce que les légionnaires et les chasseurs alpins ont filé sur les ports pour embarquer, et la brigade Potrale, qui est la brigade
la plus élitiste de l'armée polonaise en France, qui vient de rentrer victorieuse de Narvik, se débande le 18 au matin. Et tout simplement, les chars se pointent devant ces positions et ils n'ont rien pour combattre. Voilà. Je passe le dernier, plus le temps. Alors, l'évacuation, bien sûr, c'est... alors, je prends juste un exemple, parce que forcément, le temps presse, mais voilà, je vous ai montré un peu le sort de ce réduit breton. Je n'ai pas le temps de parler de tout, mais une partie parvient à se retirer sur Saint-Nazaire. Alors, le problème, c'est que les Allemands, ils sont déjà à Nantes. 2 bataillons sont complètement détruits. 2 autres se retirent sur Coët-Quidam à l'Étroit et apprennent la nouvelle de l'armistice. Et là, ils se débandent et essayent de rentrer chez eux. Un élément intéressant, c'est le premier bataillon qui défendait Combourg. Si un jour vous allez à Combourg chez Chateaubriand, souvenez-vous de ce groupe de soldats. Après la chute de Combourg, ils ont marché 500 km jusqu'au Sable d'Olonne, puis vers l'est pour traverser la ligne de démarcation. 70 d'entre eux ont réussi à filer au nez et à la barbe des Allemands pour rejoindre la France libre. Pourquoi ? Avec ce mot qui est attribué à l'un des caporaux de la brigade, nous allons montrer aux Anglais comment se tenir jusqu'à notre putain de mort. Voilà. Au final 25 000 Polonais parviennent à gagner la Grande-Bretagne pour continuer le combat. 25 000 sur 85 000, alors est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, voilà. Juste peut-être, donc c'est cette campagne de France qui est vraiment très malheureuse pour cette armée. D'où le titre de mon livre, hein, L'Alliance blessée, parce que c'est vrai que les Polonais avaient beaucoup d'espoir vis-à-vis de la France, et finalement cet espoir a été déçu. Moi je voulais juste attirer votre attention sur la dernière photo. Le drame de la Pologne et des Polonais, c'est pas la chute de la France, c'est la suite. Je vous ai montré tout à l'heure le passeport de Maček. Voici le passeport de Maček, ce qu'on appelle un passeport Nansen, c'est le passeport pour les apatrides. Suite à Yalta, vous connaissez le destin de la Pologne qui est livré aux Soviétiques. Et Maček, parce qu'il a combattu les Allemands, parce qu'il a combattu aux côtés des Alliés occidentaux, avec 75 autres officiers polonais, se voit déchu de sa nationalité polonaise. Donc cet homme qui a combattu en 1918, 1920, 1939, 1940 en France, 1944-45, puisque sa division vient libérer fermer la poche de Falaise, libérer Abbeville, Saint-Omer, j'en passe des meilleurs, il a le droit de rendre visite à tous les pays, sauf la Pologne. Voilà, je vous laisse méditer sur cette fin de présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Désolé d'avoir dû écourter un petit peu, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Excusez-moi, c'était... J'ai une dernière question. Ouais. Il y a eu combien de victimes polonaises militaires qui sont décédées? Difficile à dire. Je vais vous donner un exemple. L'exemple le plus extrême, sur 2 exemples les plus extrêmes peut-être. La brigade Potral, finalement, comme elle est victorieuse, à Narvik, elle perd... alors les chiffres officiels, c'est 97 hommes, mais je n'y crois pas. Je pense qu'il y en a plutôt eu entre 66 et 75, vous voyez. Parce que au cimetière de Hagvik, en Norvège, il n'y a que 66 tombes polonaises, donc je ne sais pas où sont enterrés les autres. Donc ça, c'est les moins marqués. Les plus marqués, ce sont les grenadiers. Ils perdent, selon leurs propres sources, 900 hommes. En une semaine. 900 tués, je parle de tués encore une fois. Hein. 900 tués en une semaine. Ce chiffre paraît là aussi exagéré. Beaucoup de récits sont un peu exagérés, pas seulement polonais bien sûr, mais tous. Et à mon avis, ça tourne plutôt autour des 600-700, sachant qu'il y a à peu près 450 tombes qui ont été identifiées. Il y en aurait peut-être 150 autres ailleurs, mais je ne sais pas où. Voilà. Mais vous avez ça vous donne un aperçu. Je vous remercie bien, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, est-ce que vous avez des questions? Questions ou pas? Dites-moi. Non, c'est pas une question, mais vous n'avez pas dit comment l'état-major de Gamelin est resté derrière sa ligne Maginot pendant que tous les Polonais se faisaient battre, et que donc les militaires français qui ont accusé les Polonais d'être battus en un mois et pas en 3 mois, oui. C'est bien la faute des Français, naturellement. Alors, il aurait fallu 3 heures, hein, voilà. Mais effectivement, il y a ce voilà. Mais vous savez, Gamelin, c'est un malin. Gamelin, alors premièrement, c'est un général très intelligent. Tout le monde, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent. Par contre, et je vous cite Reynaud qui pouvait pas le Premier ministre Reynaud qui pouvait pas l'encadrer. Il dit, c'est un préfet, c'est un évêque, mais ce n'est pas un chef.
Et en fait, c'était quelqu'un de très subtil dans ses et dans les accords qu'il a signés avec les Polonais, il n'est pas con du tout. Il n'est pas pris en défaut. Il s'engage à attaquer avec le gros de ses divisions d'actives. Les divisions d'actives, elles sont engagées au combat dans l'opération d'Assar. Mais les opérations d'actives, il faut bien... Vous avez combien de divisions d'actives? Vous avez 4, 5, c'est ridicule. Donc c'est très petit. Ensuite, il s'engage à attaquer avec le gros de ses forces au bout de la 3e semaine, 17 jours. 17 jours, dommage, les soviétiques sont déjà entrés en action, et donc il n'a pas le temps de faire. Donc si vous lisez Gamelin, lui dans ses mémoires, qui sont bien sûr, il se dresse un portrait de grand homme, mais il ne se sent absolument pas coupable d'avoir abandonné les Polonais. Au contraire, il les avait des machins. C'est du bidon, bien sûr, mais peut-être quand même, à la décharge de Gamelin, il n'est pas raisonnable de s'engager vis-à-vis des Polonais, et c'est là, je pense, le problème. Il n'était pas raisonnable en mai, lorsque les discussions d'état-major ont eu lieu, de lancer une action majeure au bout d'une semaine, etc. Mobiliser une armée, sortir l'artillerie lourde des dépôts, etc. Ça prend au bas mot, je vous invite à lire, j'ai des mémoires du général Pretla, qui commandait le groupe d'armée 2 numéro 2, au bas mot 2-3 semaines. Vous ne pouvez pas, vous sortez pas des mecs comme ça, voilà. Donc, en fait, là où... mais c'est mon point de vue, vous pouvez avoir un point de vue différent. Mon problème avec Gamelin, c'est qu'il a promis des trucs aux Polonais qu'il savait pertinemment qu'il n'allait pas pouvoir tenir. C'est pas qu'il ne soit pas intervenu, qu'il ait fait une démonstration, ça c'était du bidon, etc. Dernier point sur Gamelin. Gamelin s'est engagé, c'était le 3e point de son engagement, à faire donner son aviation et à opérer des bombardements par son aviation. Pour qui connaît l'état déplorable de l'aviation française en 1939, c'est pas jouable un seul instant. Donc faire intervenir l'aviation, opérer des bombardements, c'est juste pas possible. Voilà. Donc pour moi le problème c'est que il a rien fait, oui, c'est pas bien, mais surtout il s'est engagé à faire quelque chose qu'il n'a pas tenu. Voilà. Autre question? Autre question? Eh bien merci de m'avoir écouté.